Il y a 4 types de structures qui sont reconnues. Donc, pour aider une personne, puis il faut juste pas penser qu'il faut absolument travailler sur ces 4 volets-là en même temps. C'est 4 paramètres sur lesquels on peut intervenir, mais à ne pas faire travailler sur les 4 paramètres en même temps. Donc, structurer l'espace, par exemple, on pourrait offrir des limites physiques qui permettent de mieux se repérer, de circuler, de se concentrer de manière plus autonome. On pourrait penser à une classe qui est structurée en mettant des paravents pour expliquer à l'enfant que dans tel local, c'est la collation, dans tel local, ça va être la psychomotricité, ça va être les toilettes qui sont dans tel coin. Donc, une organisation de l'espace en fonction des tâches qu'il y a à faire, des endroits spécifiques pour chaque activité. Puis de cette structure de l'espace-là, on pourrait même ajouter des indices visuels qui expliquent, par exemple, un picto avec la collation, un picto avec un ballon, un picto avec un lit pour expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'il doit faire et où il peut le faire. Ça minimise les sources de distraction, ça regroupe le matériel nécessaire par catégorie. Donc ça, dans la vie de tous les jours, on le fait tous un peu, c'est-à-dire que dans la cuisine de à peu près tout le monde, on retrouve un tiroir d'ustensiles où on a trié les cuillères, les fourchettes, les couteaux dans des bacs spontanément. Ça nous aide de retrouver les couteaux quand on sait qu'ils sont toujours à la même place. Ça nous aide de retrouver nos tasses quand on sait qu'ils sont rangés par catégorie à côté des verres, etc. C'est une structure de l'environnement qu'on met spontanément dans notre quotidien. C'est des façons qu'on peut juste adapter aux situations avec des enfants autistes. Donc, l'exemple ici, l'image, elle montre bien que le paravent a été mis en place pour couper les distractions, que l'ordinateur a été identifié pour expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Une autre façon de structurer, c'est de structurer le temps. Donc, on pense souvent au time timer, comme l'image l'illustre bien. Pourquoi on structure le temps avec un enfant autiste? Ça permet de visualiser le moment et l'ordre des différentes choses qu'il y aura à faire. Puis de lui permettre d'anticiper les changements, de lui permettre de savoir qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qu'il doit faire. Ça permet de comprendre que chaque activité, l'ordre dans lequel il devra faire des activités. Puis, comme je disais un peu plus tôt, ça peut permettre de comprendre des concepts abstraits comme plus tard, demain, ce soir, etc. Ça peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire que ça peut prendre la forme d'un sablier, ça peut être sous forme de minuterie, on peut utiliser une montre, on peut utiliser un chronomètre, on peut utiliser des time timers avec une partie rouge qui indique le défilement du temps. Ça dépend toujours du niveau de développement. Quelques exemples ici, comment ça peut se mettre en place. Un horaire par objet, donc on veut expliquer à un enfant qu'est-ce qu'il doit faire. On va lui mettre les objets pour lui permettre d'anticiper. Un horaire par photo, un horaire par picto, un horaire image et mots écrit ou avec les heures. Donc, une des choses à ne pas faire, c'est de laisser l'horaire ou de retirer l'horaire en se disant « l'enfant doit avoir compris, ça fait 2 semaines que l'horaire est là, il doit avoir compris, on va lui enlever, ça prend de la place, on va lui enlever ». Il faut toujours penser que les enfants qui ont des TSA ou les adolescents, ils ont un besoin de structure puis de prévisibilité plus important que les enfants neurotypiques. Donc, quand le besoin est répondu, puis quand la personne fonctionne bien avec son emploi du temps, puis que ça ne dérange pas l'environnement, souvent c'est prudent de le laisser un peu plus longtemps que moins, puisqu'il s'y réfère malgré tout, même si l'enfant connaît la routine d'une crèche, par exemple, il va quand même s'y référer, puis ça peut avoir un effet sur ses comportements, sur son sentiment d'anxiété. Donc, il faut être vigilant quand on se dit on va l'enlever ou... À l'inverse, on ne va pas mettre un emploi du temps à tout le monde, on ne va pas structurer la vie de tout le monde de la même façon. Donc, il y a vraiment un jugement clinique important à appliquer pour ne pas blinder la vie de la personne, de structurer, lui mettre un emploi du temps pour tout, lui mettre des séquences pour tout. Il faut vraiment choisir les situations où l'enfant a plus de difficultés, ou l'adolescent a plus de difficultés pour apporter ces principes d'intervention-là. On ne va pas tout structurer, ça ne donnera rien, ça va juste diluer l'information, puis ça ne sera pas utile. Donc, on part du principe que les situations qui vont bien,
on ne va pas les structurer à tout prix, à moins qu'on sente qu'il y a un besoin, par exemple, dans une nouvelle situation, de lui apporter des repères visuels sur qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qu'il va faire. En général, quand ça va bien puis que l'enfant n'a pas de difficulté, on ne va pas rajouter. Donc, quand le troisième type de structure, c'est la tâche. Quand on structure une tâche, la structure doit permettre à la personne de voir ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, combien elle doit en faire et quand c'est fini. Donc, c'est des principes très pragmatiques. La personne, si on lui donne un ensemble de tâches, mais qu'elle ne comprend pas trop par quoi elle doit commencer, qu'est-ce que ça va lui donner de faire ça, combien elle a à faire, le principe de la structure sera pas utile parce que l'idée, c'est de clarifier. Si nous, on n'est pas clair dans qu'est-ce qu'on lui demande, ça ne répondra pas aux besoins. Donc, la structure de la tâche, ça doit avoir un début et une fin claire, c'est-à-dire que si on veut demander à l'enfant de faire 2 tâches, c'est 2 tâches. On ne va pas lui en mettre un ensemble, dire, bien, fais quelques tâches, quand tu vas être tanné, tu pourras arrêter. Il faut que ça soit clair, il faut que l'enfant sache qu'est-ce qui est attendu de lui. Ça maximise les informations visuelles utiles, ça minimise les informations inutiles. Souvent, ce qu'on dit aussi quand on prend des principes de structure, c'est que ça diminue l'intervention de l'adulte au lieu qu'un enfant soit dépendant de l'adulte pour le rapporter à sa tâche, de toujours aller lui dire « t'as pas fini, continue. Si tu le fais bien ta tâche, on va aller en pause, on va aller en récréation, tu vas avoir le droit à telle activité ». Ça dépersonnalise l'intervention, puis la personne autiste qui a regardé sa structure, elle voit qu'est-ce qu'elle doit faire, puis ça a un effet aussi d'autonomie. Donc, considérer la personne, les âges, les intérêts, le niveau de fonctionnement, évidemment. D'autres principes à retenir quand on structure une tâche, c'est de varier les tâches. Si on décide de mettre quelques tâches autonomes à l'enfant, il ne faut pas penser qu'on part sur des tâches sur une année. C'est le même principe que le projet d'intervention. On va mettre certaines tâches que l'enfant va pouvoir faire, mais il faut s'assurer que l'enfant est quand même motivé par ça. Donc, varier un ensemble de tâches, c'est toujours bénéfique pour la motivation. Développer des habitudes de travail telles que travailler de gauche à droite, étaler son matériel avant de commencer, faire la tâche en entier et ne pas défaire son travail. Et toute nouvelle tâche sera enseignée. Évidemment, si on veut que l'enfant soit autonome dans l'acquisition, dans le fait de faire une tâche, il faut qu'il connaisse bien la tâche. On ne peut pas lui donner du nouveau matériel avec un nouvel environnement de travail s'il ne l'a pas acquis. En général, on va structurer des tâches en travail autonome une fois que l'habileté est bien consolidée. Le 4e volet de la structure, c'est le système de travail. Ça permet à la personne de réaliser une ou plusieurs tâches avec succès et de façon autonome toujours. Il permet à la personne d'être informée visuellement sur la quantité de choses qu'il a à faire, quelle activité il doit faire, la fin de la période, quelle satisfaction il va en retirer, puis qu'est-ce qui vient après. Donc, un exemple de système de travail, ça serait de mettre un panier avec une tâche, de dire à l'enfant, bien, tu vas dans ton travail autonome, tu as une tâche, il va retirer son panier, il va retirer son système de travail, il va regarder son travail, il va exactement savoir qu'est-ce qui est attendu de lui, que ce soit une tâche, 2 tâches ou 3 tâches. Il y a un amalgame de combinaisons qui peuvent être possibles pour structurer un système de travail. Donc, on peut penser à plusieurs tâches, plusieurs activités identifiées par un support quelconque afin de déterminer l'ordre de réalisation. On pourrait se mettre un ensemble de paniers qui explique à l'enfant qu'il y a 3 tâches à faire. Une fois que ces 3 tâches sont finies, il peut aller à la récréation, il peut manger sa collation, etc. Un système à plusieurs tâches complexes. Donc, dans le cas d'un enfant qui saurait lire, une liste d'activités à réaliser demandant une recherche de matériel. Donc, c'est quelques exemples de structures qui permettent à un enfant de mieux fonctionner.